Merci à tous d'être là. Et encore une fois, du coup, vraiment, profitez-en pour venir visiter l'école. Si vous ne vous êtes pas inscrit au préalable pour la visite de l'école, quand vous êtes en bas à l'accueil lors du filtrage, n'hésitez pas à dire que vous étiez à la présentation ce matin et on fera en sorte que vous puissiez venir. Pour ceux d'entre vous qui sont avec leurs parents, les parents sont les bienvenus. En général, ils me posent tous la même question, c'est est-ce que c'est vraiment raisonnable d'être journaliste aujourd'hui ? Donc je serai heureux de répondre à leurs questions et de les rassurer. Voilà. Et de vous rassurer vous aussi si vous avez cette question-là, mais en général, si vous avez cette envie-là, vous l'avez déjà inscrite en vous. Et donc je serai ravi de dialoguer avec vos parents ou vos proches, qui sont aussi évidemment les bienvenus pour la visite de l'école. On ne doit pas être loin de 10h10. Tu sais, le temps s'écoule lentement. 10h10, c'était un truc en auto-école à l'époque. Bon. Ah oui, pour avoir les mains correctement alignées sur le volant. Qui d'entre vous est encore au lycée ? D'accord. Première terminale, j'imagine, terminale peut-être. OK. Et qui d'entre vous est évidemment... dans l'enseignement supérieur. Dans l'enseignement supérieur. D'accord. OK. Qui a envie de venir à l'école de journalisme de Sciences Po ? On refera la même question à la fin pour voir si on a augmenté le taux. Cette proportion. Bon, on doit être à 10h10, non ? Allez. Bon alors, bienvenue à tous, ça y est, c'est le démarrage, il est 10h10, n'hésitez pas à vous asseoir même devant, de l'autre côté, il y a des places, et on commence par une vidéo. L'école de journalisme de Sciences Po, c'est bien plus qu'une simple formation. C'est une conviction, la vision d'un métier. Un métier qui se transforme et qui se redéfinit. Une profession qui doit s'adapter aux usages si elle veut rester fidèle à ses missions. Nous recrutons des étudiants passionnés par l'actualité, ayant un vrai talent pour rapporter les informations, petites et grandes. Dès leur entrée dans notre école, nous les plaçons dans l'exercice du métier qu'ils ont choisi. Car le programme d'études qui est proposé aux étudiants est mené dans les mêmes conditions qu'une salle de rédaction. Les étudiants vivent une vraie vie de journaliste. Ils produisent des contenus en temps réel, ils réalisent des reportages vidéo, des directs, des podcasts. Ils rédigent des articles, ils apprennent les méthodes de fact-checking, la data investigation. Et pour tout cela, ils sont entourés par un corps enseignant qui, dans sa pratique quotidienne, innove, teste de nouveaux formats et s'adresse à de nouvelles audiences. L'école de journalisme de Sciences Po, c'est aussi bien sûr des cours plus académiques en histoire, en économie ou en droit de médias, afin d'acquérir des savoirs indispensables à la future vie de journaliste. Très concrètement, nous proposons 4 programmes différents. Un master de journalisme, un double diplôme avec l'école de journalisme de l'Université de Columbia à New York, un parcours proposé avec l'école des affaires internationales et un cursus avec l'école 42 pour ceux qui souhaitent acquérir en parallèle des compétences de développeur informatique. À la sortie de l'école, plus de 95% des diplômés trouvent un emploi. Un taux d'insertion exceptionnel. Certains se voient même proposer des CDI avant d'être diplômés. Ils deviennent reporters, journalistes localiers, JRI, data journalistes, présentateurs, rédacteurs en chef ou encore chefs d'édition. Tous participent ensuite très concrètement à faire évoluer la profession de journaliste, que nous considérons, oui, comme le plus beau métier du monde. Sciences Po. Et ben voilà, donc bonjour à nouveau à tous et toutes. Donc, je nous présente Alice Santôme, la directrice exécutive de l'école de journalisme. Bonjour. Et en ce qui me concerne, je suis Bruno Patineau, le doyen de cette école. Donc, on a une présentation assez rapide à vous faire avant de répondre à vos questions, puisque c'est surtout ça qui est important, et de pouvoir continuer le dialogue avec vous à l'école, au 117 Boulevard Saint-Germain, à partir de 11h. Allons-y. Donc, première chose à savoir sur notre école, pour vous tous, c'est que nous ne formons qu'à un seul métier, le journalisme. C'est très important de le savoir parce que si vous êtes intéressé par savoir écrire,
l'actualité, certes, mais pas en faire votre métier, la communication ou autre, si vous êtes intéressé par ces savoirs-là, il y a d'autres cursus au sein de Sciences Po qui peuvent être les vôtres. Nous sommes une école qui a une vocation, et la vocation, c'est de former au métier de journaliste. Et c'est pour ça qu'on organise, tel que va vous l'expliquer Alice Antôme, notre cursus à la fois autour des enseignements et autour de la pratique du métier. Et juste en 2 mots, si vous voulez faire ce métier-là, alors les 2 années que vous allez vivre à l'école de journalisme seront des années absolument exaltantes, parfois fatigantes, mais toujours passionnantes. Si en revanche, vous ne souhaitez pas faire ce métier-là, alors il est possible que se fasse sentir un léger décalage entre vos aspirations profondes et le cursus que vous suivrez. Donc très rapidement, l'école, ça a été la première école créée par Sciences Po après la réforme, donc en 2004. Elle est ce qu'on appelle reconnue par la profession, c'est-à-dire qu'en France, il y a 14 écoles de journalisme et seulement 14 qui sont reconnues par la commission de la carte de presse. Nous sommes reconnus, c'est-à-dire que nos étudiants ont accès à un très grand nombre de concours de médias comme l'AFP, France Télévisions, TF1, Canal ou autres, qui sont réservés aux diplômés des écoles reconnues par la profession. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes à la fois une école de production où vous apprenez à produire et puis un master où des enseignements vous sont donnés. Il y a 214 journalistes professionnels qui travaillent chez nous, qui interviennent chez nous, plus que d'étudiants, puisqu'on a en gros 150 étudiants, donc nous avons plus d'intervenants, et les intervenants sont des journalistes en activité, qui sont dans les plus grandes rédactions de France, ou en tout cas de Paris, et qui nous font l'amitié d'encadrer les travaux pratiques des élèves. Et enfin, juste depuis longtemps, la spécificité de cette école a été d'avoir un temps d'avance sur tout ce qui relève du journalisme numérique. Dernière chose, avant de laisser la parole à Alice qui va vous décrire les programmes rapidement. Vous l'avez vu sur les images vidéo qui viennent d'avoir lieu. Vous avez à votre disposition dans cette école un matériel exceptionnel. Et je ne sous-estime pas cette force-là. Vous avez une salle de rédaction qui non seulement est belle, mais dispose avec elle des logiciels de montage, de mise en page ou autres, les plus modernes à l'heure actuelle. Souvent même, cette salle de rédaction nous est enviée par un certain nombre de médias, un studio de télévision, un studio de radio, et puis des salles de production et de montage qui vraiment, c'est pour ça que je vous encourage à venir, sont tout à fait à la pointe aujourd'hui. En ce qui concerne nos programmes, vous pouvez postuler à ces différentes offres. Le premier, c'est celui qui est historique, qui est créé depuis 2004. Il s'appelle le Master Journalisme. C'est pour ceux qui veulent travailler en français, produire des contenus en français. Pour ceux qui souhaitent davantage se tourner vers des sujets qui touchent à l'international ou s'installer à l'international et surtout produire des contenus en anglais, des contenus d'information, il faut dans ce cas plutôt s'intéresser au Joint Master Journalism and International Affairs. Là, c'est fait conjointement avec une autre école de Sciences Po qui s'appelle PSIA, la Paris School of International Affairs, et j'y reviendrai dans quelques instants. Vous pouvez aussi souhaiter faire votre Master 1 en journalisme, le numéro 1, et votre Master 2, votre deuxième année, à Columbia, à l'Université de New York. Et dans ce cas-là, vous serez dans le programme numéro 3. Enfin, pour tous les étudiants qui seront chez nous, il est possible de faire une année de césure entre le Master 1 et le Master 2 à l'école 42, qui est une école de développement informatique. Et dans ce cas-là, quel que soit le programme que vous aurez choisi, vous pouvez, au cours de votre M1, nous dire que vous souhaiteriez passer une année de césure au sein de l'école 42 et vous reviendrez dans ce cas-là après votre année de césure pour effectuer votre Master 2. Le Master Journalisme, on peut prendre une 50aine d'étudiants chaque année. Au programme, donc c'est en français, vous avez un équilibre entre des cours académiques sur les grands domaines qui occupent l'actualité, la vie politique française, les relations internationales, la justice, le droit, le fait religieux, les institutions européennes. Et vous avez également des ateliers de production de contenu d'information, comme si vous étiez dans une rédaction, sur tous les formats, faits avec un smartphone, avec une caméra, avec un enregistreur audio, avec un stylo, et toutes les temporalités, du temps du breaking news jusqu'à un temps un petit peu plus long. On peut faire un contrat d'apprentissage dans le cadre de ce master et pas dans les autres
programme. Le Joint Master, on prend 25 jusqu'à 30 élèves par promotion. Et là, vous l'avez compris, c'est à la fois essentiellement en anglais, mais aussi un petit peu en français. Et là, vous avez, pareil, un mix de cours académiques qui sont pris à PSIA sur les grandes thématiques des relations internationales, immigration, droits de l'homme, l'énergie, etc. Et puis, de nouveau, des ateliers de production pour apprendre à produire des informations comme le feraient des journalistes professionnels, mais cette fois-ci plutôt en anglais. Vous pouvez aussi aspirer à faire le double diplôme avec Columbia. Dans ce cas-là, il faut postuler d'abord au Master Journalisme en français et ensuite vous déclarer candidat pour votre deuxième année à Columbia. Juste, je le répète parce que c'est une question qui nous est toujours posée de façon répétée. Pour le double diplôme avec Columbia, il faut d'abord postuler et être reçu au Master de journalisme. Et ensuite, une fois que vous êtes étudiant, vous postulez en général, c'est vers novembre-décembre, à ce double diplôme. Le double cursus avec l'école 42, je vous en ai déjà parlé. On y reviendra si vous avez des questions. Sur le recrutement, les profils qui nous intéressent. Alors, tout ce qui est écrit là est vrai. Donc je peux le lire et je peux le répéter, mais je vais surtout dire des choses en complément et j'imagine que beaucoup de vos questions tiendront à ce fait-là. La première chose qu'on souhaite, d'abord évidemment, c'est les Bac plus 3, donc en sortant de licence. Ça, c'est tout à fait nécessaire. On est un programme de master et donc on recrute après le master. On peut recruter après la licence. Donc on peut prendre des étudiants soit en sortant du collège de Sciences Po, soit des étudiants qui ont fait un autre cursus et qui postulent directement. Alors, 3 choses. La première, la condition sine qua non pour venir dans cette école, c'est de vouloir être journaliste. Je sais que ça peut paraître une tautologie, mais souvent, comme je vous l'ai dit au début, on s'aperçoit d'un certain flottement, c'est-à-dire vous pouvez avoir certains étudiants qui disent « oui, ça peut être chouette pour nous de passer 2 ans en école de journalisme ». Comme je vous l'ai dit, si vous voulez être journaliste, ce sera parmi les 2 plus belles années de votre vie. Si vous ne voulez pas l'être et vous n'en êtes pas sûr, alors vous sentirez un réel décalage. La deuxième chose, on cherche des profils tous plutôt excellents académiquement, ça c'est vrai parce qu'on est à Sciences Po, mais très divers. Donc, si vous avez la question de « est-ce qu'il y a un cursus particulier qui est favorisé pour rentrer en master après chez vous ?» Ma réponse, elle est très simple et elle tient dans les points suivants. La première chose, c'est que faites toujours le cursus qui vous intéresse afin d'être excellent dans ce cursus, plutôt qu'un autre cursus dans lequel vous seriez moyen parce que ça vous intéresse moyennement. Donc, ce qu'on va plutôt regarder, c'est votre niveau dans le cursus que vous aurez suivi, que ce soit agronomie, droit, lettres, mathématiques ou tout ça, plutôt que de dire on va plutôt favoriser des gens qui ont fait telle ou telle chose. Le deuxième point qui est important, c'est qu'en revanche, nous ne favorisons pas les gens qui ont déjà fait du journalisme dans les 3 premières années après le bac. Parce qu'il y a une certaine redondance par rapport aux techniques qui vous sont enseignées, et parce qu'il y a un décalage, si vous voulez, entre ce que nous pouvons enseigner nous et ce qui aura été enseigné avant. Donc, là aussi, je vais être très direct avec vous, à tous ceux qui vous disent « fais cette école de journalisme post-bac avec nous, et comme ça, tu réussiras mieux le concours d'entrée en école de journalisme en master à Sciences Po », je le dis très clairement, ça n'est pas vrai. Nous favorisons des cursus très divers. Je préfère 1000 fois quelqu'un qui a fait agronomie, ou droit, ou histoire, ou sciences, à quelqu'un qui aura fait 3 ans dans une école post-bac de journalisme. Ça, c'est très important que vous le sachiez, parce qu'on voit arriver beaucoup de dossiers dans cette chose-là. Le troisième point, pour finir sur les cursus, c'est que, comme vous le savez, Alice va vous en parler, mais on aura à un moment donné, il y a l'admissibilité sur dossier, puis il y a l'admission par oral. Et là, à ce moment-là, ce qu'on va regarder, c'est votre rapport à l'actualité. C'est-à-dire vraiment, la réalité de ce métier, c'est de vibrer pour chaque histoire qui peut arriver et avoir envie de la raconter, avoir envie de raconter des histoires vraies à des gens. Et là, on va regarder
ce souhait-là, si ce fait-là est un drive chez vous. Et donc, on compose comme ça des promotions qui sont des cocktails de personnalités différentes, mais qui sont toutes mues par cette envie de raconter des histoires et qui, par ailleurs, proviennent de très, très divers milieux, évidemment sociaux, mais géographiques, évidemment, mais aussi intellectuels. Dernier point qui est quand même important, j'imagine là qu'on est face à un public de francophones, mais évidemment, selon la langue que vous maîtrisez, il faut postuler dans le programme où la langue est la langue de production des informations. Si vous n'êtes pas assez à l'aise en anglais, il faut dans ce cas-là, en effet, postuler pour le master journalisme. Si en revanche, vous n'êtes pas très à l'aise en français, il vaut mieux postuler pour le joint master. Mais le joint master, je vais être plus direct qu'Alissantôme. Il ne faut pas avoir un bon niveau en anglais, il faut être quasiment bilingue en anglais. Où est-ce que vous pouvez postuler ? Vous savez qu'il y a un site à Sciences Po, le site des admissions, où se trouvent tous les éléments, les dossiers de candidature, et c'est ouvert depuis octobre déjà. Et votre deadline, si jamais vous êtes en niveau Bac+3 et que vous souhaitez postuler pour la rentrée prochaine, c'est le 13 janvier 23h59, la dernière deadline pour valider votre dossier. Néanmoins, si vous êtes prêt avant, n'hésitez pas à l'envoyer dès à présent. Encore une fois, les dossiers d'application sont ouverts depuis octobre. Oui, d'autant plus que mes amis de Sciences Po ne m'en voudront pas de dire qu'en général, vers 23h30 à la date limite, le réseau... vous avez toujours un petit risque informatique que ça plante. Donc, je ne saurais trop vous encourager à déposer votre dossier un peu avant. Maintenant, la question sur l'employabilité. Finalement, quand on souhaite faire ce métier, c'est un rêve, mais est-ce qu'on va réussir à en vivre ? Et c'est une question qui vous préoccupe tous et qui préoccupe aussi, comme l'a dit Bruno Patino, souvent les parents. Et on peut là vous donner les statistiques sur l'insertion professionnelle de nos diplômés pour vous dire que sans être dans un environnement de bisounours, que nos statistiques sont très bonnes et prouvent que nos diplômés réussissent très bien à s'insérer sur le marché du travail. Dans les statistiques actuelles, on a seulement 1% de nos diplômés qui se déclarent en recherche d'emploi. Et là, je vous parle des promotions qui s'étalent donc de 2005 jusqu'à 2018. Et les statistiques sont bonnes puisqu'on a un taux de réponse de 89%, ce qui est quand même éloquent. Nous avons 54% de nos diplômés qui sont en CDI. Et nous avons même des élèves qui sont embauchés avant ce qu'on appelle la cérémonie des diplômes à Sciences Po, c'est-à-dire dans le dernier semestre de leurs études, avant la fin de leur M2, et certains même en CDI, 8%. Vous voyez là le graphique sur les contrats. Vous voyez que donc il y a une surreprésentation des CDI rapportée au nombre de CDD, de piges régulières. On a quelques personnes qui créent des startups de l'information, c'est entre 4 et 5%. Et pour le reste, vous voyez que la recherche d'emploi, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est 1% seulement. Combien de temps on met à obtenir un CDI ? Là aussi, ça vous est détaillé. Vous le trouvez aussi sur le site internet de l'école de journalisme, à l'onglet Insertion professionnelle. Pendant les cours à l'école, 8%. Moins de 6 mois après le diplôme, 19%. Entre 6 mois et 1 an, 17%. Entre 1 et 2 ans, 20%. Plus de 2 ans, 36%. Dans quel secteur travaillent nos diplômés ? Alors, ça va avec l'ADN de notre formation, essentiellement dans le monde de l'image et dans le monde du numérique, mais il y a aussi beaucoup d'étudiants ou de diplômés qui travaillent dans le monde de l'agence de presse, l'AFP, Bloomberg, Reuters. C'est 10%, et par rapport au nombre d'employeurs que cela concerne, c'est une représentation assez importante de ce que font nos diplômés aujourd'hui. Ils travaillent pas seulement en France, ils travaillent aussi pour un tiers d'entre eux à l'étranger. Donc quand je vous disais tout à l'heure qu'on n'était pas que sur un marché français, c'est vrai. Un tiers travaille donc soit dans des rédactions françaises qui ont un bureau à l'international, soit dans des rédactions anglo-saxonnes au Canada, aux États-Unis. On a beaucoup au Mexique, Brésil, Suède. Des personnes aussi en Afghanistan, Irak, enfin bref, dans tous les pays où il y a beaucoup d'actualités, vous vous en doutez. On peut même vous donner les tranches de salaire de nos diplômés.
Et elles sont encore plus détaillées sur notre site si vous voulez regarder encore plus finement. Vous voyez là qu'on a dans le détail ceux qui gagnent moins de 1 500 € bruts par mois, qui est la plus petite proportion de nos diplômés. Et pour le reste, évidemment, avec l'expérience, on augmente son salaire, mais l'on voit là que pour l'essentiel, on est quand même en capacité de vivre de ce métier et parfois plutôt confortablement. Alors, c'est une statistique. On est toujours transparent dans nos statistiques. Ce n'est pas toujours le cas des autres écoles de journalisme parce que... évidemment, comme on l'a dit, c'est un métier, on ne va pas se mentir, ce n'est pas le métier qui vous permet de devenir millionnaire en 10 ans. Mais je pense que chacun d'entre vous qui rêve de le faire le sait. Mais en revanche, ça n'est pas non plus un métier tel qu'on l'entend parfois, qui n'existe plus, qui décroît, etc. Il se passe pas mal de choses dans ce métier. On en parlera quand vous viendrez à l'école de journalisme tout à l'heure, j'espère, puisqu'on aura plus de temps pour en parler. Il y a effectivement une très forte mutation du métier, ça tout le monde le sait, mais il y a aussi une très forte mutation des employeurs. Et donc souvent, on se laisse impressionner par les difficultés des employeurs classiques, si j'ose dire, c'est-à-dire que les employeurs des médias dits traditionnels, et on ne voit pas ou on ne regarde pas l'émergence, la très forte émergence et parfois même l'énorme succès de nouveaux employeurs, de nouveaux modes d'information, de nouvelles entreprises d'information qui, elles, recrutent nos diplômés de façon extrêmement rapide. Et donc, on est dans un double marché en réalité, avec une double dynamique. Une dynamique, c'est vrai, qui est plutôt de réduction de personnel chez un très grand nombre d'employeurs classiques, à l'exception de ceux qui ont réussi leur mue numérique et qui se remettent à embaucher. Le Monde en est un exemple. Le Monde a plus de reporters aujourd'hui qu'il y a 5 ans ou il y a 6 ans. Mais par ailleurs, un très grand nombre d'endroits qui emploient nos jeunes diplômés. Juste parce que dans les événements à venir, donc vous pourrez venir peut-être ici aux nouvelles pratiques du journalisme. Les NPDJ, c'est une conférence qu'on fait tous les ans. C'est la 11e conférence cette année qui montre l'évolution justement du métier. Et avant, c'est gratuit. C'est gratuit. Il suffit simplement de vous inscrire sur le site de l'école de journalisme de Sciences Po et ça se passera dans ce même amphithéâtre le 9 décembre. Et avant de prendre vos questions, un dernier point qui est très important parce que qui se voit pas forcément bien dans les slides, ou en tout cas un message qu'on veut vous faire passer. Moi, je me souviens quand Richard Descoings a créé cette école et puis quand il nous en a confié la direction, il m'a dit « Vous avez des élèves qui rêvent d'être journalistes, votre métier, c'est de les aider à battre les statistiques. » Et c'est exactement ce qu'on essaye de faire et ce qu'on arrive à faire. C'est-à-dire, si vous êtes porté par ce désir, par ce métier-là, et nous en savons quelque chose, c'est un désir qui peut nous porter fortement, intensément, parce qu'on a envie de cette transmission-là, alors, dans cet endroit, qui est l'école de journalisme à Sciences Po, à l'intérieur de l'écosystème de Sciences Po, vous trouverez avec vous une équipe et une structure qui va totalement vous aider à battre les statistiques de ce qu'on dit sur le métier de journaliste dans son ensemble. Donc les taux d'employabilité, les chiffres sont très éloquents, mais plus que ça, c'est pour ça qu'on vous encourage à venir tout à l'heure, vous verrez le drive, l'énergie qui est présente chez nos élèves actuels et qui est toujours présente chez nos anciens élèves. Parce que notre but, ce qui nous motive chaque jour, c'est pas de faire en sorte que nos élèves aient un diplôme, ça ils l'ont en général, c'est de faire en sorte que quelques années après leur sortie, on soit nous tous fiers parce qu'on voit leurs reportages, on écoute leur voix à la radio, on regarde leurs papiers sur le web ou en presse écrite, et dans ces cas-là, on sait qu'on a fait d'eux les meilleurs journalistes possibles avec leur énergie, leur aide et leur talent. Voilà, maintenant, vos questions. Il y a un micro, pardon. Madame. Là-bas. Sur le côté. Allez-y, n'hésitez pas. Bonjour, merci. Je suis la mère d'un jeune homme qui est dans une autre session. Une question pour lui. Donc, s'il vous plaît, je n'ai pas compris le chemin pour le cursus de l'école 42. Est-ce que vous pouvez apporter quelques précisions, s'il vous plaît ? Alors, une fois que vous êtes dans nos programmes, vous pouvez choisir à la fin du Master 1, c'est-à-dire la première année de Master,
de faire ce qu'on appelle une année de césure et de la passer à l'école 42 pour apprendre à développer. Et ensuite, vous revenez faire votre Master 2 à la fin de cette année de césure au sein de notre école. Voilà. Merci. Une autre question là? Oui, non? Alors j'ai une ou deux questions. Concernant l'alternance, vous prenez combien de personnes en Master 1? Il n'y a pas de limite. Ok. Ça dépend de ce qu'on trouve. C'est pas une filière à part. Voilà, je vais vous répondre autrement. Vous intégrez d'abord le master en journalisme et ensuite vous décidez ou non de partir en apprentissage. Et dans ce cas-là, il faut trouver la rédaction qui va vous accueillir. Nous, on vous offre un certain nombre de possibilités, mais il y a aussi des possibilités que vous trouvez par vous-même. Et en tout cas, on n'a pas de limitation. C'est autant d'élèves que ce que les élèves désirent, ou trouvent plus justement. On les aide à trouver, ils trouvent par eux-mêmes, ou de temps en temps, on trouve pour eux, de temps en temps. Il n'y a pas d'automaticité. Et il y a 2 rythmes d'apprentissage. Le rythme enfin, en tout cas pour le moment, le rythme hebdomadaire et le rythme semestriel. Donc quelques jours par semaine ou quelques mois par an. D'accord. Et du coup, il n'y a pas besoin de stage obligatoire pour entrer en master ou... Enfin, il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a besoin de prérequis, de stage pour entrer en master, c'est ça, pour postuler? Oui, voilà, exactement. Oui. Alors ça, non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Alors, je réponds? Oui. Ouais, bon, pardon. Non, mais en plus, on est d'accord, hein, vous en faites pas. Mais on va alterner. Non, il n'y a pas besoin d'avoir fait des stages pour postuler. Juste une chose, ce qu'on a, en revanche, un stage montre souvent que vous avez une appréciation ou une vision qui n'est pas totalement déconnectée du réel de ce qu'est le métier. Donc c'est vrai que dans l'oral que vous passerez à un moment donné en admissibilité, ça nous permet d'être sûr que vous savez à peu près de quoi ce métier est fait. Alors ça peut être, encore une fois, ça peut être un stage dans une radio associative. On valorise autant un stage dans une radio associative qu'un stage au Monde, hein, pour être très franc, et ça n'est pas obligatoire. Mais ça nous permet en général de savoir que vous n'imaginez pas qu'être journaliste, c'est qu'à un moment donné, un journal va vous dire « tu pars 6 mois en bateau, tu fais toute l'Asie et tu reviens avec les papiers que tu veux ». Ça, c'est bien dans les bandes dessinées, mais c'est plus trop l'exercice du métier aujourd'hui. Juste dernière question, et du coup, les salles, elles sont en libre service pour enregistrer des podcasts ou ce genre de choses? Oui, les salles sont en libre service pour travailler et rendre les contenus qui vous sont demandés par vos enseignants. Les studios, en revanche, c'est dans l'exercice des ateliers, donc ça, c'est drivé par les enseignants et ça ne vous est pas ouvert toute la journée. Il y avait des questions là. Monsieur. Il y en avait 2, monsieur et monsieur. Bon, on fait les 2, hein, de toute façon. Donc, bonjour. Bonjour. Je suis étudiant en master géopolitique en 2e et dernière année et je souhaiterais dériver sur votre école de journalisme. Et j'aurais une question un peu basique à vous poser. Mais est-ce que la possession d'un compte LinkedIn est rudement conseillée ou obligatoire pour intégrer votre école ? Alors c'est conseillé plus pour vous, c'est pas vraiment pour intégrer l'école, c'est plus dans l'optique d'avoir des opportunités professionnelles qu'il nous semble que c'est important, de même que d'avoir des comptes sur les réseaux sociaux pour observer ce qui se passe et ce que pense une partie de la population française qui s'y connecte. On va dire que comme ce métier, c'est d'être à l'écoute de comment vivent à la fois les Français mais d'autres populations, on vous demande en effet d'être connecté à ces différents réseaux sociaux pour que vous ayez cette capacité d'observation. Mais c'est pas une obligation. Mais si vous voulez, aujourd'hui, dans le métier de journaliste, de la même façon qu'on vous demande de vous informer, très clairement, ça c'est clair, on vous demande de vous informer chaque jour et de connaître l'actualité du jour, on vous demande aussi de savoir, en gros, ce qui se passe sur des réseaux qui constituent aujourd'hui une source d'information majeure de la population. Mais spécialement pour intégrer votre école de journalisme, vous recommanderiez d'avoir un LinkedIn ? Non. Non, on ne regarde pas ça. D'accord, merci. Pas ça. Oui, bonjour. Tout simplement, comment se déroule l'admission ? C'est dossier plus oral ou concours ? Non, c'est dossier d'admissibilité avec double correction. Hein. Donc les dossiers sont corrigés par 2 personnes.
différentes pour être sûr d'avoir comment dire, quelque chose qui ne soit pas dépendant de l'avis d'une seule personne. Et après, s'il y a admissibilité, dans ces cas-là, oral d'admission. L'oral, en général, dure une vingtaine de minutes, 20-25 minutes. Il se déroule à l'école lui-même devant un jury de 3 personnes. Les 3 personnes étant en général, obligatoirement déjà un des membres de la direction de l'école. Donc il est fort probable que vous aurez un de nous deux, mais il y a aussi les profs associés de l'école qui font ça, et 2 journalistes professionnels aujourd'hui. Voilà. Et l'oral, puisqu'on en parle là, quand vous arrivez à l'oral, vous avez déjà franchi toutes les étapes, si j'ose dire, de l'excellence académique et de la capacité de déployer une articulation par rapport au projet qui est le vôtre. Donc en général, lors de l'oral, c'est un oral où on a envie de faire connaissance avec votre personnalité. Donc il ne faut pas y aller en se disant « mon Dieu ». Et puis aussi de regarder votre rapport à l'actualité. Et alors quand je dis rapport à l'actualité, ce n'est pas un quiz. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous dire il y a 4 jours, qu'est-ce qui s'est passé lors des manifestations chiliennes, place Italie. On peut vous demander ça, mais ce n'est pas un quiz. Ce qu'on va voir surtout pour vous, c'est votre appétence et votre rapport à ça. Donc en général, si d'ores et déjà vous vous informez, ça va se faire naturellement. Évidemment, si vous commencez un rapport à l'information, c'est-à-dire à vous informer seulement 10 jours avant l'oral, là, ça ne marchera pas. Et ça ne marchera pas parce qu'on sentira que ce n'est pas quelque chose qui vous meut profondément. Oui. Excusez-moi, mais sans micro, je ne vais pas... Le calendrier des admissions. Donc pour le dossier, quand on est dans la procédure nationale, c'est jusqu'au 13 janvier. Ensuite, courant mars, il y a un jury qui détermine qui est admissible ou non. Les élèves sont alertés par email. Et pour ceux qui sont admissibles, en avril et en mai, ils sont convoqués pour un entretien oral. Et fin mai, ils savent s'ils sont admis ou non. Quand le jeune n'est pas en France, mais à l'étranger, il passe dans ce cas-là par Skype. Oui, on fait un entretien via Skype. Et ça, c'est très, très, très courant. Donc, il n'y a pas d'angoisse à avoir par rapport à ça. Bonjour, merci pour votre présentation. J'aurais une question concernant le master juin, spécifiquement. Vous avez déjà un peu parlé des contacts avec les médias à l'international, mais quels sont plus précisément les médias partenaires, s'il y en a, notamment dans d'autres langues que l'anglais, et est-ce que Sciences Po a un contact, par exemple, avec le Consortium international de journalistes d'investigation? Tu peux... Oui. On n'a pas de médias partenaires au sens où des débouchés automatiques, etc. Ça ne se passe pas comme ça, parce que d'abord, beaucoup de médias recrutent sur une espèce de concours interne après dans lequel vous pouvez avoir. Maintenant, est-ce qu'on travaille, on envoie des stagiaires dans beaucoup de médias internationaux? Oui. On a des gens, si vous venez tout à l'heure, vous verrez, qui sont passés ou qui sont encore au New York Times ou ailleurs. Et avec le consortium, évidemment, vous pouvez tout à fait, on a des rapports avec le consortium sans problème. Il y a 2 diplômés qui travaillent. Qui travaillent aujourd'hui. Mais qui ont trouvé cette opportunité intéressante pour leur parcours et qui avaient les compétences pour y arriver. Merci. Je crois qu'il y avait une question, mademoiselle. Ouais. Bonjour. Bonjour. Pour votre dossier, vous demandez des lettres de recommandation. Oui. Pour les recommandations professionnelles, je voulais savoir si un stage d'observation, ça rentrait dans les critères. Alors, sachant qu'on n'était pas rémunéré et qu'on n'avait pas... Stage d'observation 3e évité, parce que c'est un peu... Non, mais ça nous arrive, c'est un peu lointain. Stage d'observation, que vous soyez rémunéré ou pas, évidemment. Encore une fois, les lettres de recommandation, c'est des lettres qui sont... ce qui nous intéresse et ce qui est important, c'est que la personne ait pris du temps pour cette lettre de recommandation. Donc là aussi, je vais être très direct. On préfère 1000 fois une lettre qui va être... Parce que dans la lettre, on demande à l'évaluateur à la fois de vous évaluer sur un certain nombre de critères, ce qui est vite fait, et puis il y a des questions ouvertes sur à quelle occasion avez-vous connu le ou la candidate, qu'est-ce que vous pensez de sa capacité de travail, etc. Et donc je vais être très direct avec vous.
c'est beaucoup mieux d'avoir une lettre de recommandation de quelqu'un qui vous a vraiment eu comme élève, comme stagiaire, peu importe, dans une association et qui a pris du temps à écrire cette lettre pour faire passer votre personnalité, que d'avoir la lettre de recommandation de quelqu'un d'extrêmement important ou d'extraordinairement important qui va mettre une phrase lapidaire parce qu'il ou elle ne vous connaît pas très bien. Et donc, ce qui est important, encore une fois, c'est la substance qu'on va pouvoir voir et qu'on va pouvoir extraire de cette lettre. Ça, c'est le plus important. Merci. Et c'est bien de panacher effectivement entre des lettres de professeurs d'un côté et des lettres de gens, soit dans la vie professionnelle, mais vous savez, hein, quelqu'un qui travaille comme caissière, parce qu'on en a eu pendant 3 ans dans une boutique de parfums, et la patronne de la boutique de parfums fait une lettre de recommandation très détaillée, c'est une super lettre, quoi, parce qu'on sait comment la personne est au travail, comment elle se comporte, etc. Et c'est bien plus valorisant que pour le candidat, parce qu'il y a de la substance. Je crois que tout au fond. Bonjour, tout à l'heure vous disiez que vous ne favorisiez pas les étudiants ayant déjà fait une école de journalisme post-bac. Donc est-ce qu'on devrait en déduire que ce type de profil a beaucoup moins de chances, voire quasiment pas de chance, d'intégrer le master de journalisme ? Honnêtement, vous avez moins de chance parce qu'on pense que c'est redondant. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on veut punir les gens, c'est juste parce que, si vous voulez, il va y avoir une certaine superposition. C'est-à-dire que dans certains cas, vous allez réapprendre à faire du montage, de l'editing, toutes choses que normalement vous devez savoir faire déjà. Dans certains cas, vous allez apprendre, donc dans la partie des ateliers, vous allez avoir l'impression de répéter pour une partie ce que vous avez déjà fait. Et par ailleurs, on a l'impression qu'on ne construit pas quelque chose, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que dans un premier cursus, la licence ou le niveau pré-master qui vous a emmené dans un autre savoir, que ce soit l'histoire, l'agronomie, peu importe, on se dit on va bâtir des compétences journalistiques sur un savoir qui existe déjà. Là, on se dit la personne, elle est déjà prête à être journaliste, en fait. Donc vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on se dit, qu'est-ce qu'on va lui apporter? Oui, bien sûr, on va lui apporter un peu parce qu'on est à un niveau master et on est un cran au-dessus, mais on va lui apporter moins qu'à tous les autres élèves qui ont fait un parcours intellectuel différent. Donc oui, c'est vrai que statistiquement, vous avez moins de chance si c'est le cas. Mais bon, on regarde tous les dossiers, hein, on n'exclut pas automatiquement, pour être clair. Il y a quand même quelques personnes qui étaient dans cette configuration. Et qui parce qu'ils expliquent dans leur dossier, expliquent leur parcours, et dans ces cas-là, c'est intéressant. Donc c'est pas un interdit, hein, c'est juste un conseil, en particulier pour ceux qui sont au lycée aujourd'hui et qui se posent la question du cursus. Donc si c'est vu comme un véritable approfondissement et voilà, c'est à vous de savoir le présenter dans votre dossier. C'est à vous de le dire dans le dossier, et en tout cas, je ne saurais trop vous recommander dans le dossier d'expliquer pourquoi vous considérez qu'il est utile et nécessaire pour vous de faire un master après un premier cursus. Merci. Je vous en prie. On va poser 2 questions encore, et puis après on va y aller en vous donnant tous rendez-vous, on espère, au 117 boulevard Saint-Germain, où là, parce qu'il faut qu'on accueille Gilles Boulot, et là où on est en libre service, si j'ose dire, l'ensemble de l'équipe pour répondre à vos questions, y compris des questions pouvant être personnelles. Allez-y, 2 questions encore. Ici. Ouais. Je ne sais pas qui pose la question, je ne vois pas. Voilà. Merci. Bonjour, j'espère que ma question ne sera pas trop décalée. Vous disiez que vous acceptiez toutes les filières et vous avez cité les sciences. Alors je me doute que ce n'est pas le cœur de la formation, mais est-ce que vous touchez un peu au journalisme scientifique ou à minima au fait d'actualité scientifique et à la vulgarisation scientifique très grand public? Et est-ce que vous avez des élèves qui sont partis vers ce genre de domaine? Alors, non, pas directement. On n'a pas de cours scientifiques de la même façon qu'on n'a pas de journalisme culturel, de journalisme médical. C'est une très bonne question, ça me permet de répondre à ça. On forme des généralistes. Mais en même temps, mademoiselle, il y a une chose que vous devez savoir, c'est que les rédactions, y compris les rédactions scientifiques, économiques ou autres, elles embauchent des généralistes qui souvent ont eu avant, dans leur premier cursus, un vrai savoir qui est là. Donc il n'y a pas de filière, vous ne trouverez pas de filière, en tout cas en master, de façon sérieuse dans les écoles reconnues par la profession, vous ne trouverez pas des filières hyper spécialisées comme journaliste scientifique, journaliste culturel, journaliste urbain, journaliste sportif, etc. Mais si vous voulez être journaliste scientifique, journaliste sportif, etc., passer par l'école est une bonne chose.
ou par une école de journalisme est une chose nécessaire. En général, vous pourrez être journaliste scientifique si vous avez fait des études de sciences avant, et on vous donne ça après. Vous pourrez être journaliste dans le domaine médical si vous avez eu un cursus un peu médical avant et que vous venez après. Et par rapport à ceux qui se poseraient la question du journalisme sportif, on a énormément d'étudiants qui deviennent journalistes sportifs après. D'ailleurs, en ce moment, plus de filles que de garçons. Une dernière question et après, rendez-vous au 117. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez des étudiants qui combinent et l'année de césure à l'école 42 et le M2 à Columbia? Non, d'abord parce que c'est pas possible, parce que vous pouvez pas être dans deux lieux différents. Ah oui, vous voulez dire, vous faites votre M1, vous faites une césure 42 et vous faites M2. Oui, c'est possible. C'est possible théoriquement. Ça ne s'est pas présenté parce que Columbia a en plus maintenant un programme approfondi de data journalisme qui a un trimestre de plus que le semestre normaux. Mais ça, si vous intégrez, on répondra à toutes vos questions par ça. Mais c'est théoriquement possible, mais Columbia peut prévoir aussi ce genre de parcours. Merci à tous. J'espère qu'on vous revoit à 400 mètres d'ici bientôt. Merci.